Tout de suite sur ProChannel, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Au sommaire de cette édition, les comités de la conjoncture économique attablent sur le rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté. La situation économique nationale et internationale a aussi été au rendez-vous. Des jours après la validation de sa candidature à la présidentielle par la Cour constitutionnelle, Moïse Katumbi s'est adressé aux Congolais. Dans son adresse a figuré le processus électoral, la gouvernance chaotique du pays et l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez en direct de ProChannel Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique qui a examiné la situation économique tant nationale qu'internationale. À l'international, le comité de conjoncture économique a passé en revue le rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté et celui de la conférence de l'ONU sur le commerce et le développement. Suivez. Encore, le ministre d'État et ministre du Budget qui a fait les comptes rendus de cette réunion à la presse, les rapports de la Banque mondiale consacrés à l'élimination de la pauvreté relèvent qu'à l'horizon 2030, cet objectif de développement durable ne sera pas atteint dans la mesure où il y aura à peu près 600 millions de personnes qui vont continuer à vivre dans les conditions d'extrême pauvreté. Cette situation fait suite au choc qu'a connu l'économie mondiale entre la période de 2020 à 2022. Comme recommandation, on demande aux pays en voie de développement d'augmenter les dépenses dans les secteurs sociaux, notamment dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation et des infrastructures de base. Au niveau national, on note le 24 octobre l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Un projet de loi de finances qui a été présenté en équilibre et en recette avec des prévisions à hauteur de 40 500 milliards de francs congolais et ceci représente une augmentation de 24% comparativement au budget de l'exercice en cours. Ce projet de loi est en cours d'examen au niveau du Sénat. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, pour ce qui est de l'inflation, l'on note une légère accélération du rythme de formation de prix comparativement à la semaine d'avant. Mais je tiens à rassurer l'opinion que le gouvernement poursuit l'exécution des mesures qui ont été adoptées pour la maîtrise de l'inflation dans notre pays. Enfin, il faut signaler que le comité des conjonctures et qui a convié les ministres des hydrocarbures à cette réunion a échangé autour des questions de l'approvisionnement de la distribution de produits pétroliers. Des mesures ont été par ailleurs proposées pour qu'il n'y ait pas pénurie afin que les secteurs des hydrocarbures ne puissent pas souffrir d'une quelconque crise d'ici la fin de l'année. En séjour à Bangui, capitale de la République centrafricaine, Peter Kazadika Kondé est passé au portillon de la présidence centrafricaine où il a été reçu le mardi 31 octobre par le président centrafricain, le professeur Archange Touadéra. Images et commentaires. Des passages à Bangui, je suis venu lui présenter mes civilités et lui transmettre les chaleureuses salutations de la part de son homologue, Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi partagé sur des questions d'intérêt commun. Dans ces termes que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a circonscrit sa présence. C'est pour moi un plaisir et un grand honneur de prendre la parole ce jour à l'occasion de l'atelier de la mise en œuvre de la déclaration de Yaoundé du 27 avril 2022 relative aux solutions dans le cadre des déplacements liés à la crise centrafricaine. La réunion tenue à Yaoundé le 27 avril 2022, regroupant les ministres de l'Intérieur, représentant, outre la République centrafricaine, la République du Cameroun, la République du Congo,
la République démocratique du Congo, la République du Soudan, la République du Soudan du Sud et la République du Tchad, tous ces États ayant reçu des milliers de Centrafricains en déplacement forcé, avaient adopté la déclaration de Yaoundé qui a pour objectif de poursuivre collectivement une approche régionale pour apporter des solutions aux réfugiés, aux personnes déplacées internes et aux rapatriés centrafricains, tout en garantissant leur protection et leur autonomie, avec le soutien de la communauté internationale, conformément aux dispositions du Pacte mondial sur les réfugiés. Le patron de la territoriale en République démocratique du Congo a également annoncé que dans un avenir proche, il va se tenir une tripartite entre la République démocratique du Congo, la RCA et le Soudan du Sud autour de la situation sécuritaire, autour de frontières communes. La République démocratique du Congo, pays ayant une tradition légendaire d'accueillir sur son sol les personnes en quête d'asile, avait ouvert ses frontières aux demandeurs d'asile centrafricains ayant fui la crise récurrente et leur a accordé le statut de réfugiés par une procédure simplifiée de détermination du statut de réfugiés afin de régulariser leur séjour et de répondre à la crise humanitaire avec l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Arrivé les mardis à Bangui, Peter Kazadi Kankonde a participé au lancement officiel de la plateforme d'appui aux solutions dans le cadre de déplacements forcés liés à la crise centrafricaine. Une activité lancée par le président centrafricain Archange Touadéra. Dans un autre titre de l'actualité, les bourgmestres de la capitale Kinshasa ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Cette rencontre a permis aux maires de la ville et les adjoints de discuter des divers sujets politiques, sécuritaires de la capitale, ainsi que le problème salariaux auquel ils sont confrontés. Divine Makumbu nous en dit plus. Cette réunion tenue dans la salle de conférence de président du Palais du Peuple avait entre autres comme point la situation politique et salariale des bourgmestres. Aussi, le speaker de l'Assemblée nationale a-t-il indiqué à la fin de cette réunion que le bourgmestre était venu lui présenter de problèmes qui le concernent et la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Ce sont des bourgmestres qui tiennent la ville et nous sommes à un moment de pré-campagne. Nous aussi, nous avions besoin de bourgmestres pour qu'on parle de la pré-campagne, avant d'entrer dans la campagne proprement dite. Mais les bourgmestres ont sollicité un rendez-vous que j'ai accordé immédiatement. Nous avons parlé des problèmes qui les concernent, eux au premier point. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Et enfin, nous avons parlé de la politique, essentiellement de l'Union sacrée. Cette rencontre entre le bourgmestre de Kinshasa et le président de l'Assemblée nationale témoigne de l'importance accordée à la concertation et à la collaboration entre les différentes instances pour le développement de la ville. Cette initiative offre une opportunité de dialogue constructif et de rechercher des solutions aux préoccupations de bourgmestres, qu'il s'agisse de la situation sécuritaire, de problèmes salariaux ou de la gestion de communes. Le candidat président de la République, Moïse Katumbi, s'est adressé mercredi 1er novembre à la nation congolaise. Le processus électoral, la gouvernance chaotique selon ces derniers, imposée au pays, ainsi que l'insécurité à l'Est, a figuré parmi le point de cette adresse. Bénédicte Mondonga pour le commentaire. C'est une adresse qui tombe 48 heures après la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle qui a rejeté la requête de Noël Tchani demandant l'annulation de son dossier pour détention de la nationalité douteuse. Une attitude saluée par Moïse Katumbi et qu'il a qualifiée d'un traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle par la CENI. Malgré les faiblesses observées et plusieurs fois dénoncées, je tiens à saluer l'attitude de la CENI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle.
Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. Le président de l'Ensemble pour la République veut couper court à l'instrumentalisation de la jeunesse et doter au pays d'une administration efficace. Chers compatriotes, le temps est arrivé de mettre un terme à l'insécurité et aux tueries surtout dans la partie est de notre République, de répartir équitablement les richesses du pays et de dissiper la misère de la population, de mettre fin à la gabegie financière, au détournement, à la corruption et au tribalisme, de couper court à l'instrumentalisation de la justice, de doter la République d'une administration efficace, d'une armée républicaine, professionnelle et dissuasive et d'une police au service des citoyens, de restaurer l'autorité de l'État, d'améliorer les conditions socio-économiques des Congolais. Selon cet opposant congolais, il est temps de mettre fin à la gouvernance chaotique imposée au pays. Je suis convaincu que notre détermination de sortir de ces conditions de vie qui se dégradent continuellement va conforter notre énergie, notre sens de responsabilité et notre maturité pour mettre fin à la gouvernance chaotique qui nous est imposée. Bref, il est temps de rendre la dignité aux Congolaises et aux Congolais. Par ailleurs, Moïse Katumbi promet de dévoiler dans le prochain jour un programme chiffré. Poursuivons ces journaux, le monde célèbre le 2 et le 3 novembre la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Sous le thème de la violence exercée contre le journaliste, intégrité de processus électoraux et le rôle du leadership public. Regardez. Organisé par l'UNESCO en partenariat avec le secrétaire général de l'Organisation des États américains, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, et son bureau du rapporteur spécial pour la liberté d'expression, l'événement portera sur le thème de la violence exercée contre le journaliste, l'intégrité des processus électoraux et le rôle du leadership public. Notons cependant que mettre fin à l'impunité pour les crimes commis contre le journaliste est l'un des défis les plus importants et les plus complexes de notre époque. Il s'agit d'une nécessité fondamentale pour garantir le plein exercice du droit à la liberté d'expression ainsi que la possibilité pour tous et toutes de participer à un échange d'idées ouvert, libre et dynamique. La commémoration de 2023 vise à sensibiliser aux principaux défis auxquels sont confrontés les journalistes et les professionnels de la communication dans l'exercice de leur profession et à mettre en garde contre l'escalade de la violence et la répression à leur encontre. Il s'agit notamment des attaques et des restrictions imposées à la presse dans le cadre de la couverture des manifestations sociales, du recours à des mécanismes judiciaires contre les journalistes pour des raisons liées à leur travail journalistique, sur des questions d'intérêt public et de l'augmentation de l'exil forcé des journalistes dans certains pays. Le thème de cette année vise également à mettre en évidence le rôle d'une presse sûre et libre dans la garantie de l'intégrité des élections et de nos systèmes démocratiques. Il réaffirme l'obligation des États d'adopter des mesures efficaces pour protéger la presse indépendante et renforcer les cadres institutionnels et qui luttent contre la violence et l'impunité et qui promeuvent l'indépendance, la viabilité et la diversité des médias. Les collectifs des avocats de la succession Martin et Kanda, promoteurs de l'ISIPA, à travers une conférence de presse organisée le mercredi 1er novembre, dénoncent les actes de barbarie commis à l'endroit de leurs clients, Martin et Kanda fils, par les auteurs non autrement identifiés. Ces collectifs ont appelé les autorités à les identifier. Regardez. Au cours de cette conférence de presse, le collectif des avocats du cabinet Michel Omba et Associés, responsable depuis 2020 du dossier de la succession du fait,
promoteur de l'ISIPA Martin et Kanda, ne pas aller par 4 chemins, que l'identification des auteurs des actes de vandalisme à l'endroit de leurs clients dénoncés par eux. En date d'hier, disais-je, une séance de travail était prévue entre les avocats, comme d'habitude, avec leurs clients, M. Martin et Kanda Odimba. Mais curieusement, on sera surpris de voir débarquer ces groupes de gens dont le mode opératoire apparaît et apparenté à celui des kidnappeurs. Ils sont entrés dans le cabinet violemment et se sont présentés en disant « Monsieur Martin, tozo lukayo pona plainte yamara trinayo. Bino ba avocat bolingi koyo kate ko défendre Monsieur Martin bozela bokomona ». Face à cette menace, ces hors-la-loi n'ont pas hésité jusqu'à violenter, à toucher les avocats et leurs clients jusqu'au corps. Et c'était terrible ici hier. Et la scène a dû attirer l'attention de tout le monde. On a quitté du cabinet de la parcelle jusqu'à se retrouver dans la rue. La population est venue en grand nombre. Venir chercher à savoir d'où est-ce qu'on voulait amener M. Martin, les liquidateurs de la succession Martin et Kanda Onyangunga. Et les gens se sont opposés. Ces bandits qui sont arrivés, parce qu'on n'a pas d'autres qualificatifs, ces bandits qui sont arrivés, ils n'ont pas hésité à tirer des balles réelles juste à alerter et mettre en déroute tous les quartiers. Ces collectifs se réservent le droit d'adresser une plainte contre inconnus pour non seulement identifier les auteurs, mais également pour qu'une action judiciaire soit menée contre ces inciviques très mal intentionnés. Face à cette situation, le cabinet a dû adresser une lettre plainte à un certain nombre des autorités judiciaires, en l'espèce l'auditeur général près la cour militaire d'appel de Kinshasa-Gombe, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et tant d'autres autorités. Et pour cela, le cabinet demande à ces autorités judiciaires qu'une action judiciaire soit ouverte en toute urgence afin d'identifier, appréhender et amener ces hors-la-loi devant les juges afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Depuis son décès en juillet 2020, la succession du feu Martin et Kanda Onyangunga a fait l'objet d'une tension opposant la veuve aux héritiers du dauphin. Une situation statuée par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en 2023 qui a désigné Martin et Kanda fils comme liquidateur légal de biens de son père. Cependant, à en croire aux actes désolants commis à son égard, ces problèmes est loin d'être résolu. Dans un autre chapitre, le boulevard du 30 juin transformé en dépositoire. C'est la suite au dépôt des immondices non évacués. À cet effet, la population s'interroge sur le rôle de l'autorité urbaine. Images et commentaires. Une opération dit Kinbopeto qui traîne le pas, alors que la ville de Kinshasa baigne dans l'insalubrité. Nous sommes au centre-ville, au boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe, précisément au tronçon allant de la gare centrale à la galerie présidentielle, où les dépôts des immondices non évacués empestent la vie de paisibles citoyens qui interpellent ici l'autorité urbaine. Donc, qui la boulevard le 30 juin, entre la galerie présidentielle. Donc, ça ne va pas.
na banjinji na bashege na banie shege kutu koloba te bafazer tina kata terrasse koyiba biloko kota tina kata terrasse. En tout cas, désolé. Moussala ya gouverneur de la ville des Anines. Gombe, oh, eza Gombe, eza Kisenso. Fazer atondi na Gombe la degré mususu. Mutu kasoke leki Fazer akangi. Autrefois connu sous le nom de Kin Label, Kinshasa a perdu son éclat datant. C'est ici l'occasion d'appeler l'autorité urbaine à revoir l'opération d'assainissement de la ville dont le résultat n'est pas visible sur le terrain. Boulevard le 30 juin, entre la galerie présidentielle. Donc ça ne va pas. Bouclons ce journal par cette information sportive. Les championnats nationaux de football poursuivent son cours normal. À sa 8e journée dans le groupe B, l'Étoile du Kivu a offert son hospitalité à l'Olympique Club Renaissance de Kinshasa le mercredi 1er novembre au stade de la Concorde de Bukavu. Une rencontre sanctionnée par un score de parité d'un but partout. Hervé Moulamba pour le détail. L'Étoile de Kivu du Bukavu a été tenue en échec à domicile par l'Olympique Club Renaissance de Kinshasa pour un score de parité d'un but partout au stade de la Concorde de Bukavu. En effet, c'est l'Olympique Club Renaissance de Kinshasa qui a été le premier à ouvrir la marque dès la 13e minute par Merdi Kafouti. L'égalisation du club visité interviendra à quelques minutes de la mi-temps, notamment à la 42e minute. C'est ce score qui va sanctionner le premier mi-temps. Au retour du vestiaire, les deux adversaires vont appuyer sur l'accélérateur pour avoir les déçus sur l'autre. Mais la rencontre va se clôturer par un score d'un but partout. Après cette rencontre, les Oranges de la capitale Kinshasa vont regagner leur fief pour affronter l'ASV Club le dimanche 5 novembre au stade Tata Raphaël. L'Étoile du Kivu, quant à elle, offrira son hospitalité au Daring Club Motema Pembe au stade de la Concorde. Rappelons que l'Olympique Club Renaissance est 8e dans ce groupe avec 9 points et l'Étoile de Kivu avec 5 points occupe le bas du classement. Ce journal est à présent fini. Avant de nous quitter, les rappels de titres. Le comité de conjoncture économique attable sur les rapports de la Banque mondiale sur la pauvreté. La situation économique nationale et internationale a aussi été au rendez-vous dans cette rencontre. 2 jours après la validation de sa candidature à la présidentielle par la Cour constitutionnelle, Moïse Katumbi s'est adressé aux Congolais. Dans son adresse a figuré le processus électoral, la gouvernance chaotique du pays et l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.